C'est toute l'économie qui retient son souffle avant le scrutin, que ce soit du côté des ménages, des chefs d'entreprise ou des analystes. Tous sont empreints d'une certaine inquiétude. Pourquoi ? Parce que si les mesures économiques prises par les prochains gouvernements ne sont pas à la hauteur, eh bien cette situation pourrait faire basculer la France en récession. On en parle effectivement avec Christopher Dumbick, économiste, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Christopher Dumbick, bonjour. Bonjour. Alors, quel est l'état de la France? Et je le disais, c'est l'incertitude qui domine. Manque de chance, les marchés, la bourse n'aiment pas du tout composer avec l'incertitude. Exactement. On l'a bien vu, les marchés se sont effondrés initialement lorsqu'on a eu l'annonce de la dissolution qui était complètement inattendue. Après, on voit qu'on a une stabilisation, mais ce qui domine à l'heure actuelle, c'est surtout beaucoup d'attentisme. Donc concrètement, on aura 2 étapes, bien sûr, après dimanche, puisqu'on aura une meilleure visibilité sur les sondages et les projections en termes de sièges, et éventuellement après le 7 juillet, parce que l'enjeu, ça va être de savoir notamment quel va être le gouvernement. Est-ce qu'on aura déjà un gouvernement qui sera majoritaire avec une majorité absolue, ce qui peut être un vrai sujet, et aussi qui le composera, notamment sur les sujets économiques, puisque c'est bien évidemment le point d'attention. Quel est l'état de la France? On avait 2,6% de croissance du PIB en 2022, puis 1,1% en 2023, projection d'1,1% en 2024. C'était déjà difficile pour quel que soit le gouvernement. Alors si ce sont des partis, des élus qui n'ont pas encore gouverné, c'est le risque. Le risque est évident, on va avoir une croissance qui sera très faible en 2024 et j'oserais dire même si Emmanuel Macron et son gouvernement seraient restés en place. L'objectif 1,1% est un tout petit peu optimiste, on serait plus probablement vers 0,8. Alors vous me direz, ça ne change pas fondamentalement la donne. Malgré tout, on voit quand même le ralentissement que vous avez bien marqué en l'espace de quelques années. Et surtout, le point qui va être essentiel, c'est que le prochain gouvernement a un sujet majeur. Il va devoir réduire le déficit, assainir les finances publiques. Et quand on fait ça, automatiquement, c'est un impact négatif à minima à court terme sur la croissance. Donc vous voyez peut-être que même ma projection à 0,8% de croissance, je suis peut-être d'ailleurs encore trop optimiste par rapport à ce qu'on va avoir. Beaucoup d'observateurs parlent de la France comme étant au bord du gouffre politique, mais également au bord du gouffre économique. C'est arrivé il y a quelques jours, la Commission européenne a épinglé plusieurs pays, certes, mais la France pour leur déficit excessif. Et puis, rappelons que l'agence de notation S&P avait dégradé la note souveraine de la France pour la première fois depuis 2013, la faisant passer de AA à A-. C'est arrivé chez Fitch en avril. On ne va pas aller trop dans les détails financiers, mais quand même, la situation laissée est quand même assez difficile. Elle est très mauvaise. Et vous avez, pour éviter d'être partisan, vous avez un très bon rapport du Sénat qui a été publié le 12 juin. Le timing était opportun. Il vous disait qu'on a une situation au niveau des finances publiques qui est extrêmement catastrophique. Il y a eu quand même de la part du gouvernement un peu de négligence sur certains aspects, notamment qu'ils n'ont pas écouté leur administration, qu'ils ont été beaucoup trop optimistes sur les recettes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en 2023, on a eu un déficit public plus important, ce qui va se répercuter en 2024. Et déjà, on commence à revoir les chiffres. Je ne vais pas vous donner une myriade de chiffres, mais là, ils sont intéressants. Le gouvernement en 2024 disait on va avoir un déficit à 4,4%. L'objectif européen, c'est 3%. Finalement, ils l'ont révisé au printemps. Ils se disent ça va être 5,1%. Et là, après le rapport du Sénat, on se dit on va être probablement 5,5%. Ça veut dire quoi 5,5%? 2 choses. Le premier point, on fait partie des plus mauvais élèves européens. Ça, c'est le premier point. Et plus mauvais, par exemple, que certains pays ibériques qui ont souvent été cloués au pilori, comme l'Espagne et le Portugal. Et le deuxième point, si vous avez 5,5% de déficit cette année, on a déjà eu 10 milliards de baisse des dépenses sur la première partie d'année. Ça veut dire qu'en deuxième partie d'année, vous devrez trouver 10 à 15 milliards. Donc, faut les trouver. Et donc, c'est important de parler de pouvoir d'achat, c'est important de parler de relance, de soutien aux entreprises, mais la réalité, vous aurez le mur budgétaire auquel vous allez faire face dès le 8 juillet qui fera que vous devrez d'abord réduire les dépenses. Alors, rappelons-le, c'est vrai que le gouvernement actuel, sous la présidence de Macron, il y a eu à gérer la crise du Covid, qui, en termes d'équation financière, était totalement inédite. Mais le propos, la notion, le quoi qu'il en coûte, l'addition va être payée particulièrement maintenant, alors. Oui, elle va être payée maintenant. Alors bon, c'est dur de refaire l'histoire, il faut être très objectif, mais en tout cas, le point qui est important, sur le quoi qu'il en coûte, on est certainement allé un peu trop loin. On sait, d'ailleurs, il y a eu des rapports qui ont montré c'était un peu de l'argent magique, on a donné de l'argent à tout le monde, il y a eu énormément d'abus, notamment sur tous les mécanismes de chômage partiel, on le sait très bien, et surtout, la France met toujours en avant, oui, mais notre déficit, notre dette, c'est lié au quoi qu'il en coûte. Certes,
Mais bien évidemment, on n'était pas les mêmes dans cette situation. Si on regarde nos pays européens, l'Allemagne ou même encore l'Espagne, ils ont fait moins de quoi qu'il en coûte. Leurs entreprises, effectivement, certaines sont parties en faillite. Mais si vous regardez aujourd'hui, le nombre de faillites en France ne cesse d'augmenter. Donc il y a eu simplement un décalage dans le temps des faillites. Et surtout, ils ont un meilleur redémarrage économique. Aujourd'hui, l'Espagne, le Portugal se portent très très bien. Donc c'est toujours un peu difficile de dire il y a uniquement le quoi qu'il en coûte. On est allé trop loin. Alors le décor est planté. Vous avez échangé avec les différentes parties en présence qui briguent des postes. Ouais. Quand on parle de LFI, inséré dans le nouveau Front populaire, vous me le dites, c'est de l'expropriation. En fait, est-ce que les propositions sont viables ? Elles ne sont pas viables. Je vous donne juste un seul exemple. Quand vous voulez avoir un taux d'imposition à 90%, indéniablement, je suis d'origine polonaise et je connais très bien le Venezuela, ça tombe bien. Et ce sont des niveaux qui empêchent toute création de richesse. Pourquoi allez-vous travailler davantage si vous êtes taxé à 90% ? Et la logique aujourd'hui, qui est très LFI, c'est ça, il faut le reconnaître, la logique économique LFI, c'est de dire toute création de richesse va être appropriée par l'État. Et donc, dans tous les cas, ça veut dire que vous n'aurez pas de création de richesse à un certain stade. Ce type de mesure, ça fonctionne dans une économie fermée, comme à l'époque soviétique, parce que vous êtes bloqué, les capitaux, ils sont là, ils ne peuvent pas partir. Mais ça ne marchera jamais dans une économie ouverte. Donc, c'est du catastrophisme économique. Et juste un point, pour l'anecdote, lorsque vous en souvenez, la taxe à 75% de François Hollande. À l'époque, j'étais en Pologne et j'avais discuté avec le gouverneur de la Banque centrale, qui était, il a été ministre des Finances pendant les années 90, après la période soviétique. Il nous disait 75%, même les soviétiques n'avaient pas osé. Alors imaginez 90%. Et qu'est-ce qui se passe du côté des investisseurs quand ils entendent ça ? Est-ce qu'ils vont mettre leur argent en France ? Alors, comme le nouveau Front populaire est relativement bas dans les sondages et on se dit il ne va pas avoir la majorité absolue, on ne s'inquiète pas trop. En revanche, c'est vrai qu'on a une petite musique qui monte en se disant mais si par hasard, on ne sait jamais, les sondages ne sont pas fiables à ce stade-là, ça pouvait survenir, bien évidemment que vous n'aurez pas des investisseurs qui vont mettre leur argent en France avec des mesures. Si tout argent que vous investissez ou que vous allez créer va être finalement quasiment intégralement confisqué, évidemment, vous n'allez pas investir. Vous me parlez d'une vision communisante de l'économie, quand vous parlez de LFI, du nouveau Front populaire. Intéressons-nous, si vous le voulez bien, au Rassemblement national. Eux aussi, il y a sous-jacent une vision d'une économie fermée. Est-ce que certains ont dit ils vont tuer l'économie ? Ce sont vos mots ? Alors, non, moi, je n'ai pas cette vision-là parce que je pense qu'ils ont compris. Et ce qui est toujours important dans un gouvernement, c'est d'entendre aussi les acteurs économiques et financiers. Et ils ont mis beaucoup d'eau dans leur vin dans leur programme économique. Certains parlent de rétropédalage, mais moi, j'aime bien ce rétropédalage parce qu'il correspond à la réalité économique. Donc, je préfère ça qu'autre chose. Et quand l'audit est bien sûr un message politique, mais l'audit derrière cela a une portée plus importante du point de vue économique, ça veut dire qu'ils ont compris qu'on a un gros sujet de finances publiques qu'on vient d'évoquer, qu'il va falloir s'attaquer à cela. Ils ne vont pas pouvoir mettre en place toutes leurs mesures dispendieuse dans un premier temps, peut-être dans un second temps si ça fonctionne. Donc, ils ont compris cette logique de marché. Et c'est le point qui est important. La France va quand même être sous les radars des investisseurs. Pour l'instant, ça va, mais ça ne veut pas dire que ça ira le 8 juillet. On parle de mesures symboliques, baisser la TVA, taxe sur l'énergie. Est-ce que c'est réalisable ? Alors, on aura des petites mesures, et vous l'avez à juste titre qualifié de symbolique, comme la baisse de la TVA, qui est envisageable. Et notamment parce que financièrement, ça n'a pas coûté tant que cela. Il est probable que ce soit temporaire parce qu'on doit avoir un accord européen et d'autres États l'ont fait, mais temporairement. Donc il faut négocier avec des Européens, alors que la relation est quand même assez compliquée. Alors, la relation politique va peu compter parce que je pense qu'il s'inspire de la Pologne, et la Pologne avait négocié temporairement, j'insiste, cette baisse de taxes, et c'était un parti droit et justice qui est qualifié plutôt d'extrême droite. Donc, on peut toujours le faire, simplement, il faut avoir conscience que ce sera temporaire. Et le point qui va être important, c'est qu'en revanche, très très rapidement, les annonces, et d'ailleurs on parle d'un nouveau projet de loi de finances rectificative, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va annoncer des baisses de dépenses parce qu'il va falloir le faire. Et excusez-moi, mais en tout cas, la réalité économique impose, et de mon point de vue, c'est qu'on doit justement baisser ces dépenses assez rapidement. Il y a des pistes évidentes, il y en a d'autres qui seront plus compliquées. En tout cas, 10 milliards, 10-15 milliards, c'est dur à trouver quand même sur 6 mois. L'immigration choisie, comme le fait par exemple le Canada, puisqu'apparemment l'axe de l'immigration est important dans le programme du Rassemblement national. Est-ce que ça peut impacter effectivement l'économie française ? Et puis, est-ce que ça ne risque pas de créer des pénuries, puisqu'on manque de main-d'œuvre dans pas mal de secteurs ? Alors, tout ce qui est pertinent du point de vue économique, l'immigration choisie, c'est intéressant lorsque finalement vous parvenez, et certains États le font, le Canada, les États-Unis parfaitement, réussissent à attirer finalement les compétences ou les personnes qui sont d'ailleurs peu qualifiées pour occuper des emplois qui correspondent à leur marché du travail. Si on réussit à faire
faire cela, économiquement, ça fait sens. En revanche, il faut bien identifier quels sont les secteurs en tension et pour lesquels on ne peut pas avoir des emplois en France. Il va falloir importer de l'immigration au travail. Et les États-Unis le font bien. Les États-Unis, ils ont un besoin, par exemple, sur les emplois peu qualifiés. Donc, c'est finalement d'Amérique latine. Et au fur et à mesure, ils sont régularisés. Et vous avez l'autre pan qui va être les emplois très, très qualifiés. Et bizarrement, ce sont des Européens qui occupent ces postes-là. Donc, ils réussissent à attirer nos talents. Donc, là, ça fait sens. Mais il faut avoir une vision qui est purement économique et pas idéologique, en l'occurrence. On passe en revue les grands sujets, les grandes réformes. La réforme des retraites a occupé et mobilisé les Français pendant des mois, et notamment dans la rue. Si on regarde ce que dit notamment le Rassemblement national, vous pourrez parler de l'autre camp, bien évidemment, aussi. Au début, ils promettaient de l'abroger, et puis il y a un petit peu d'eau dans le vin. Finalement, leurs mesures, est-ce que ça va toucher tout le monde? Alors, vous m'avez invité sur LFI, parce que ça va être très rapide. Évidemment, on ne peut pas avoir une retraite à 60 ans, ou alors vous décidez d'avoir un niveau des retraites qui sera extrêmement bas. Vous faites le choix. En revanche, du côté RN, ils ont parfaitement compris, là encore, qu'ils doivent mettre de l'eau dans leur vin. Selon les estimations, les personnes qui vont être concernées par la dernière mouture, qui est un ajustement finalement de la réforme, ça va être 130, 113 000 personnes. Donc c'est marginal économiquement. En revanche, le vrai sujet, nous on aime bien en France parler d'âge de départ à la retraite. Mais plus on va avancer, plus le sujet, ça va être le niveau des pensions à la retraite, qui ne va cesser de baisser. Et c'est là où, justement, j'espère que le prochain gouvernement va être attentif à cela. On peut éventuellement discuter de l'âge de départ à la retraite, mais ce qu'il va falloir introduire, c'est un peu de capitalisation pour que les Français s'enrichissent aussi et du pouvoir d'achat à la retraite. Les études montrent que quand vous passez de l'emploi à la retraite, vous perdez 25% de vos revenus. Et ça, c'est peut-être le vrai enjeu. Qui est pour, en ce moment, les Républicains? Ils sont également en lice au moment où on se parle. On peut avoir un peu d'influence qui d'autre sur ça. encore Aujourd'hui, effectivement, c'est uniquement les Républicains qui ont parfaitement compris cela. Alors, la branche Ciotti, je ne sais pas à quel point aura une marge de manœuvre éventuellement sur le RN, mais ça peut être un sujet. Mais en tout cas, ça devrait être ça le vrai focus finalement sur le débat dans les retraites. Moi, ce qui me chagrine en France, et le programme LFI le montre bien, c'est qu'on ne pense pas à créer de la richesse. On veut une société des loisirs, mais qui finance la société des loisirs? On peut taxer, mais à un certain stade, l'argent part à l'étranger. Est-ce que dans les bonnes idées, vous avez des suggestions comme économiste, vous parlez de privatiser. Qu'est-ce qui est possible? Quelle société serait visée? SNCF, La Poste. Alors, c'est pas privatisé complètement. L'idée, c'est on privatise et on garde 51%. Donc, on a le contrôle final. Mais au moins, vous avez du cash qui est très rapidement. Vous introduisez un peu de concurrence et c'est pas complètement néfaste pour la SNCF. La Poste, la réalité, il faut un peu réfléchir sur qu'est-ce qu'on veut faire. La Poste, aujourd'hui, on lui demande de tout faire. Donc, ce serait bien de recentrer. Privatiser est une solution et surtout, ce ne sont pas des choses qui sont stratégiques aujourd'hui en termes d'entreprise. Ce qui est important en économie, c'est la durée. Est-ce que les mesures dont on parle, on se sent un petit peu dans l'urgence avec cette campagne en 3 semaines, des gouvernements dont on se demande s'ils vont tenir alors qu'on a l'impression de retomber dans la 4e République. Donc, quelles mesures à long terme, à court terme? Quelles seraient les premières décisions que devrait prendre le prochain gouvernement, quel qu'il soit? 2 leviers. Vous êtes élu, il ne faut pas nier la contrainte politique, donc vous faites des mesures peu coûteuses qui sont en termes de pouvoir d'achat. Il y a un besoin des Français et on le comprend parfaitement. En même temps, vous allez mettre en place des mesures de baisse des dépenses parce que c'est le levier qui sera le moins impactant quand même pour l'intégralité de la population. C'est par exemple supprimer la quasi-totalité des agences de l'État. Je vous en donne un seul exemple. On en a 1200, ça coûte 8 milliards par an. Il ne faut pas toutes les supprimer, mais une grosse partie peut être supprimée. Ensuite, à plus long terme, structurellement, il faut penser productivité. Parce qu'on parle de pouvoir d'achat, mais le pouvoir d'achat sur le long terme, on peut l'augmenter que si on a de la productivité des entreprises. Alors j'étais assez surpris, aujourd'hui c'est peu dans le débat public malheureusement, mais si vous allez sur j'ai un peu déniché le livret économique du RN, c'est une des mesures. Page 6, après une partie introductive, on le voit. Donc on commence à voir en tout cas que certains partis intègrent cette logique-là. Il faut redistribuer indéniablement, mais il faut aussi créer de la richesse avant et c'est la productivité qui va être essentielle dans les années à venir. Aux États-Unis, ils ont réussi à le faire en 10 ans. J'espère qu'on pourra le faire en France. On espère que les prochains gouvernants auront l'intelligence d'écouter des sages conseils d'économistes. En tout cas, on a compris que si le RN gagne ou d'autres partis, ils n'auront pas de choix que de tenir une trajectoire crédible de la dette et du déficit. Complètement, parce que les marchés nous regardent et surtout la France doit emprunter massivement en juillet. Donc on doit envoyer des signaux qui sont positifs et rassurants.